Hello tout le monde, bienvenue sur Antipopcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis toujours accompagné de mon fidèle ami et camarade fidèle et collègue et fidèle destrier William. Salut François. Comment tu vas ? Bah comme un destrier. Je sais pas ce que ça veut dire, mais oui. Je sais pas, un destrier c'est un cheval je crois. Ah ok. Ouais. Alors je suis avec mon fidèle destrier et je suis avec notre invité Meifa. Comment tu vas ? Ça va bien, pour un lundi matin. Pour un lundi matin, bienvenue. Merci. C'est cool de t'avoir ici. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas. Ouais, alors comme tu viens de le dire, mon nom c'est Meifa. Et ça fait, je crois que je fais des maths, ça fait 12 ans maintenant que je travaille dans l'industrie de l'audiovisuel, en freelance. Et je fais énormément de clips et aussi de la pub, de la captation live. J'ai beaucoup travaillé dans le milieu de la musique. Okay. Et donc je pense que c'est aussi ça qui fait que je suis avec vous aujourd'hui. Ouais. Tu as un background aussi dans la musique ou c'est quoi ? C'est des potes qui faisaient de la musique autour de toi ou comment tu sais, quand tu commences et puis t'as besoin de te faire la main, puis t'as plein de potes qui n'ont pas d'argent, puis qui veulent faire des vidéos avec leur musique. Bah voilà, bien sûr. Au début, c'est formation, cool. Au début, c'est hyper cool, ça. Ouais. Puis après, quand ça fait 12 ans que tu fais ça, puis que tu as toujours ces mêmes potes qui veulent que tu fasses des clips pour eux. Non, ça n'a pas duré 12 ans, mais oui, c'est vrai que pour les premières années, ça a permis de faire pas mal de petites choses et puis de se faire la main, juste d'apprendre. Ouais. Et du coup, maintenant, c'est principalement ton activité, c'est la réalisation de clips vidéo, clips musique. Alors, c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps. Ouais. Mais étant donné que je gagne pas vraiment d'argent avec cette activité-là, je pense qu'on pourra parler de l'industrie bien du sûr, vidéo plus tard. Juste après, volontiers. Mais donc du coup, c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps et puis dans lequel je mets beaucoup de cœur, mais c'est pas quelque chose qui paye les factures à la fin du mois. Donc ce sera plus du travail autour de la publicité. D'accord. Ou je travaille énormément avec le Montreux Jazz Festival aussi. Ah, trop bien. Voilà. Et donc ça me permet aussi un peu de... Ouais. Du coup, il y a une grande différence entre aborder du coup de la publicité ou une vidéo plus commerciale et puis aborder un clip. Ouais, je pense que c'est pas la même chose. Après, je pense que chaque auteur, réalisateur va le prendre un peu à sa façon. Mais c'est vrai que pour moi, le rapport de collaboration est pas le même. Ok. À partir du moment où, moi, j'estime qu'à partir du moment où je fais un travail quasiment bénévole sur un projet, il faut quand même que je m'y retrouve d'une certaine façon. Sûr. Ce sera pas avec de l'argent, mais ça doit être la possibilité d'explorer quelque chose artistiquement, ou en tout cas de moi aussi sortir avec quelque chose à la fin du projet. Ouais, donc c'est vrai sûr. que la discussion que j'ai avec les musiciens ou les artistes est pas la même que celle que je vais avoir avec un client, ou bien on connaît bien l'adage le client est roi. Oui. Donc voilà, on essaie de l'orienter le mieux qu'on peut, mais au bout d'un moment on fera un peu comme le client veut. Et c'est vrai que avec les artistes, j'ai une approche un peu différente en disant, voilà, c'est plus une collaboration, il faut qu'on s'entende sur les termes de cette collaboration. Ok. Donc ça veut dire que toi, tu vas proposer quelque chose aussi qui, en ce moment-là, tu es dans un mood et tu te dis par rapport à cet artiste, j'aimerais pouvoir Alors expérimenter. après, des fois, il y a des choses qu'on a envie de tester aussi, d'expérimenter. Et c'est vrai que moi, je trouve toujours hyper important de prendre quand même en compte l'univers de l'artiste. Moi, souvent, c'est pas que je fais une interview, mais c'est vrai que je pose pas mal de questions aux musiciens sur... qu'est-ce qui t'inspire à écrire ce morceau ? Il y a telle ou telle sonorité, ça vient d'où ? T'as écrit ça comme ça ? Est-ce que ça signifie ce que je pense, etc. Et après, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre exactement tout ce que la personne a mis dans son morceau, mais ça permet d'avoir en fait des pistes de recherche pour ensuite développer en fait un concept autour du morceau. Ouais, tu dois vraiment travailler en fait avec la musique vraiment et le sens que ça a pour mettre en image. En tout cas, ça m'aide. C'est vrai que c'est histoire de ne pas partir d'une page blanche. Ouais, bien sûr. Mais ça m'aide à démarrer. Ouais. Tu parlais du budget que tu travaillais presque bénévolement. Toi, tu avais une règle que j'aimais bien. Si tu peux la redire, la règle des 3. Mais... Amis. C'était un pote photographe qui me disait, en fait, tu as un peu 3 axes sur lesquels tu bosses. Tu as le pognon, tu as le fait que ce soit des potes ou que tu aies une relation qui est agréable avec cette personne-là. L'humain, quoi. Ouais. L'humain, et puis tu as le financement, en fait. Et puis, en fait, au début, si tu as un des 3, c'est déjà quelque chose. Et puis, après, il t'en faut 2, et puis à la fin, c'est 2 minimum. C'est ça. C'est 2 minimum. Si t'as l'ami et puis c'est un bon projet, ok, mais t'as pas l'argent. Puis des fois, t'as des combos avec des clients où c'est juste les 3 parce qu'ils sont adorables. T'as un budget. Moi, j'ai un autre trio. J'ai évidemment l'argent, parce que je gagne ma vie avec ça. J'ai la visibilité et l'intérêt artistique du projet, en fait. Et le temps que ça prend aussi. Ça veut dire que si c'est un projet qui me prend 2 mois où je gagne pas d'argent et que le projet sera jamais vu et qui sera pas bien artistiquement, c'est un peu compliqué. Tu tires un trait dessus, quoi. Et donc c'est vrai que des fois il y a des projets où
le projet peut être sympa en soi, mais en fait, il n'y a pas les ressources financières pour investir ne serait-ce qu'un petit peu dans du matériel ou de la déco ou des choses comme ça. Et puis, de toute façon, vu que j'aurais envie de bien le faire, je vais de toute façon passer un mois dessus. Donc, à la fin, c'est vrai que c'est... Voilà. Et puis, je trouve aussi important, en fait, de ne pas vouloir absolument accaparer tous ces projets, dans le sens où il faut que les générations d'après se forment aussi. Et donc, du coup, des fois, si les projets, ils semblent pas intéressants au moment T de notre vie où on est, ça veut dire qu'il l'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Et trop bien ça. Ouais, j'aime bien ça. J'ai jamais pensé à ça, mais ok. En fait, moi, je trouverais difficile que, par exemple, des budgets de clips à 10-15 000 francs aujourd'hui, qui sont des budgets dans lesquels je peux à peu près fonctionner, soit accaparés par des énormes agences qui, pour elles, de toute façon, elles arrivent... c'est de toute façon des budgets ridicules par rapport à ce qu'elles produisent en temps normal. Et donc, moi, je trouverais pas hyper cool, en fait, de me faire, entre guillemets, enlever ces projets-là, au même titre que je trouve pas normal que moi, j'aille accaparer des budgets à 2-3 000 francs, qui, en fait, pour des jeunes vidéastes, sont vraiment l'occasion d'explorer plein de choses. En fait, tu sectorises pas mal. Mais en fait, je pense que c'est beaucoup plus en nuance que ça, en vrai, que voilà, qu'on bouge un peu d'une catégorie entre guillemets à l'autre en fonction d'eux. Mais je pense que oui, il y a une sorte de progression, et puis qu'il y a un moment, il y a des projets qu'on fait plus justement parce qu'ils cochent plus ces 3 cases. Trop bien. Si par exemple avec François on veut faire un clip. Moi je suis le destrier, François c'est le cavalier. On veut faire un clip en Espagne. Tu vois, il te faut combien de personnes dans cette équipe, combien ça va nous coûter, et quel team t'emmène avec toi pour nous filmer? Mais on peut pas commencer le projet à l'envers. On fait de la gestion de projet, il faut qu'on commence à l'endroit. C'est quoi que vous voulez faire? C'est quoi votre brief? Parce clip où je suis sur un cheval. J'avais l'impression qu'il était trop bien mon brief, mais non. Ça, c'est exactement le brief des clients qu'on reçoit. J'aimerais faire une vidéo, ça coûte combien? Bien sûr. Vous n'avez pas une musique un peu plus upbeat? Oh mon Dieu. Non, mais en vrai, la question, on rigolait, mais la question, elle est bien. Toi, du coup, tu disais que tu étais en freelance. Tu as aussi parlé d'agence. Comment est-ce que toi, tu travailles? Est-ce que tu travailles avec des agences? Est-ce que tu travailles avec... t'as un peu ton réseau à toi, t'as ton chef-op, tout ça. Aussi, la grosseur de ton équipe, Donc, c'est vraiment que ça dépend vraiment des projets. Okay. Donc, des fois, effectivement, je travaille pour des boîtes de production qui, elles, travaillent pour des agences, qui, elles, travaillent pour des clients. Donc là, on a un peu toute la chaîne alimentaire bien regroupée. Sûr, c'est bien la chaîne alimentaire. Et des fois, il y a des projets où je suis en direct avec le destinataire final, on va dire. Donc, ça dépend. Par exemple, c'est vrai que pour les clips, c'est des projets où ça demande beaucoup d'investissement de toute l'équipe. C'est vrai que c'est rare que les gens soient vraiment très, très bien payés dans cette industrie-là. Mais je ne sais plus exactement, mais je pense que le dernier clip, on était une vingtaine sur le set, en incluant le casting. Donc, il y avait souvent 2-3 personnes du casting. Après, des fois, on a des plus petits projets où on part à 3-4 parce que c'est peut-être quelque chose où, en fait, on n'a pas besoin de beaucoup de logistique, on a juste besoin de temps. On a besoin de temps pour avoir la bonne lumière, être là au bon moment, et puis explorer un peu. Et puis, il y a des fois, on est en studio, et puis il faut qu'en une journée, on ait rentré tout, et puis faut être 25, quoi, pour que ça tourne. Wow. Et puis, du coup, pour le process, donc toi, tu es chaque fois réal sur ces différents projets. Ou prod. Ok. Et du coup, c'est quoi un peu le process, un peu de A à Z? Donc, ça veut dire de la personne vient te voir jusqu'à ce que ça sorte. C'est plein de choses. Et des fois, je regrette que ça aille pas assez vite. Parce que c'est vrai, non, mais c'est vrai que les gens t'appellent une première fois, te disent donc du coup, forcément, ils arrivent avec une demande on ne peut plus floue. Du coup, on dit est-ce que vous avez un brief, un calendrier, vous savez quand vous en avez besoin, etc. etc. Oui, je reviens vers vous. 4 semaines plus tard, on a un mail à moitié incomplet. Classique, ouais. Et voilà. Et c'est vrai que moi, je suis assez impatiente, mais c'est pas que je veux que tout aille absolument hyper vite, mais c'est juste qu'en fait, tout le temps qu'on perd, c'est aussi de la qualité de travail qu'on perd. Parce qu'en fait, si j'ai un mois pour développer le projet, ou si j'ai une semaine et demie, on n'aura de toute façon pas le même résultat à la fin. Je pense que ça, c'est des choses qu'on peut pas tellement presser. Enfin, il y a un moment de juste d'avoir eu le temps de dormir quelques nuits dessus, d'avoir le temps aussi de faire appel à des gens pour collaborer sur ce projet-là, d'avoir que eux ils aient le temps aussi de développer leur processus créatif par rapport au truc. Donc voilà, souvent c'est vrai j'essaye de cerner quelles sont les demandes et quels sont les besoins.
Et aussi à qui on montre ce film, à qui c'est destiné, sur quelle plateforme, comment vous avez prévu de le diffuser, etc. etc. C'est vrai que souvent, c'est des questions qui, je pense, sur les plus grosses marques qui sont assez claires, mais c'est vrai que des fois, pour des, on va dire, plus petits clients, c'est des choses qui sont un peu moins habituelles, d'avoir vraiment des réponses à toutes ces questions-là. Et puis, après, c'est développement de concept. Donc, j'essaie de proposer quelque chose qui est le plus clair possible. Et comme on n'a jamais assez d'argent pour faire ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de lister avec eux toutes les choses qui sont... tous les endroits où on peut économiser de l'argent, en fait. De voir, OK, en fait, ce truc-là peut nous coûter super cher, mais en fait, si vous le mettez à disposition, soudainement, ça peut être vachement plus intéressant pour tout le monde. Et donc, et ensuite, faire un contrat. C'est vraiment une étape qui est un peu qui est pas très créative, mais que je trouve tellement importante parce que ça permet d'encadrer la chose. Ça permet d'éviter plein de malentendus ou de et ça, c'est toi qui t'en occupe en général, j'essaie de le faire moi. Donc c'est assez drôle parce que tu as vraiment cette double casquette de autant très admin et tu sais où tu veux aller, puis aussi très créative, et puis ça a un peu rien à voir. En fait, on pourrait dire que ça n'a rien à voir, mais donc moi, chaque fois, je bosse toujours très proche au niveau des budgets, même avec les boîtes de prod. C'est clair qu'ils sont transparents sur le budget. Et je pense que d'avoir une compréhension des ressources qu'on a pour tel projet, ça permet aussi de faire des choix artistiques qui sont adaptés. Je vois. Parce que finalement, d'avoir un réalisateur qui dit « Ouais, j'aimerais trop faire 8 shots en hélicoptère et tout », et t'es là genre « Ok, mais du coup, ça veut dire qu'on n'a plus d'argent pour rien d'autre. » Et est-ce que c'est le choix le plus intéressant par rapport au film qu'on fait ? Peut-être, je sais pas. Mais voilà, c'est juste et moi, j'essaie de travailler avec des productions qui sont hyper transparentes par rapport à ça, parce que je veux aussi faire partie de la solution quand il faut couper quelque part, dire OK. Je pense qu'en fait, le meilleur endroit où on peut couper, c'est ça, parce qu'en fait, ça, je vais trouver une autre façon de le faire. Ouais, donc c'est hyper riche d'être proche du budget pour avoir la tête un peu sur les épaules. Moi, je trouve important. Après, c'est vrai qu'il y a un côté peut-être où ça prend de l'espace de cerveau et donc du coup, ça prend aussi de l'espace au niveau créatif et donc il faut réussir un petit peu à diviser ça. Mais de toute façon, un film, on le fait jamais seul, donc voilà, c'est aussi un travail d'équipe. Et puis, moi, je trouve hyper important de vraiment mettre au clair tous ces paramètres-là avec les clients et puis aussi d'avoir un côté éducatif, je sais pas comment dire, en fait de pas partir du principe juste par dépit qu'ils vont pas comprendre et puis de les laisser dans l'obscurité en permanence et de leur dire non mais nous on sait et puis de rien leur expliquer parce que de toute façon s'ils comprennent pas ils vont de toute façon revenir avec les mêmes questions un peu bêtes et les mêmes problématiques un petit peu nulles à chaque fois et donc au bout d'un moment des fois ça demande un peu d'énergie mais de dire voilà, et puis après, des fois, ils comprennent pas, et puis on dit, c'est pas grave, de toute façon, je vous ai fait un mail où c'est écrit noir sur blanc. Donc, vous l'avez ni compris à l'oral, ni à l'écrit, mais en tout cas, on s'est mis d'accord là-dessus, donc on va partir comme ça, quoi. Du coup, ça, c'est la phase où tu fais le contrat, etc. Ensuite, tu as la phase de conception qui vient après. Donc, en fait, ça vient quand même un peu avant, parce qu'il faut savoir sur quoi on part avant de se mettre d'accord sur plus tout. d'écriture ou... Tu vas plus dans les détails. Pour moi, l'écriture, ça elle commence vraiment très très tôt. Dès qu'on a le projet, c'est un peu déjà commencer à imaginer qu'est-ce qui va être faisable. Et puis je pense que quand on est au moment qu'on signe le contrat, on sait quand même à peu près dans quoi on va. Puis après, on peut aller dans quelque chose d'un petit peu plus détaillé. Et après, moi, une phase que j'aime beaucoup, en fait, c'est juste de dire maintenant, c'est ça qu'on a envie de faire. Qu'est-ce qu'il faut ? Et puis trouver tous les partenaires et tout ce qu'il faut pour mettre le projet en place. Un de mes petits favoris aussi, c'est le tournage. Je trouve que c'est vraiment un moment. C'est vraiment un moment un peu de naissance, où on voit un peu tout ce qu'on a imaginé prendre vie. Et puis c'est aussi un moment, moi, que je trouve aussi humainement très demandant, parce que c'est beaucoup de management, il faut aussi tenir les équipes, même si on travaille qu'avec des professionnels. Et puis c'est pas qu'ils vont partir dans tous les sens, mais c'est plus de réussir à garder en fait, l'énergie au bon moment, au bon endroit, de faire des bonnes décisions pour faire gagner en efficacité à tout le monde, etc. Et puis après post-production. Toi, ça est quelque chose qui est important pour toi d'être présente pour la post-production ou tu délègues à fond? En fait, je pense que on peut être présent de plusieurs manières. Soit on peut faire le montage, soit on peut avoir un monteur et travailler avec cette personne. Mais en fait, je pense pas qu'on peut être réalisateur et puis juste dire fais ce que tu veux au montage, quoi. Ça me Ta paraît, vision, elle doit aller jusque-là, en fait. Parce qu'en fait, au montage, il y a aussi tellement de possibilités. Donc, c'est bien d'être ouvert à ces possibilités. Et puis, quand on travaille avec un monteur aussi expérimenté, il ou elle va venir avec plein d'idées et des options. Mais si à aucun moment on lui dit en fait, le but du film, c'est de raconter ça comme ça.
on perd un peu le fil quand même. Mais ta structure est super claire quand tu fais ton tournage déjà sur à peu près le montage, au niveau timing, ce que ça va donner. Oui, c'est vrai qu'en général, on a aussi des formats qui sont très précis. Par exemple, alors dans la musique, moi je sais que sur le bridge ou sur le deuxième couplet ou sur le refrain, il y aura ces images-là. Après, des fois au montage, on explore un peu, puis on change un petit peu, puis on se retrouve à tester d'autres choses. Mais en fait, juste pour, sur le plateau, être capable de dire à ton comédien qu'il doit marcher plus vite ou plus lentement, il faut savoir combien de temps dure ta scène. C'est clair. Sinon, en fait, tu te retrouves un truc où tu dois couper à des mauvais moments parce qu'en fait, t'as fait des actions trop longues ou t'as fait des actions trop rapides et que du coup, en fait, ton action, elle dure 5 secondes alors qu'en fait, t'as une scène de 20 secondes à remplir. Donc, en fait, pour moi, ça, c'est assez important de dire, OK, cette scène, elle dure 15 secondes. Du coup, le travelling au début d'intro, il faut qu'il fasse au moins 8. Enfin, c'est des petits... Ouais, c'est chorégraphié. Tu parlais du tournage que t'aimes bien. Ouais. Est-ce que t'as aussi ce truc? Moi, j'ai quelque chose qui se passe quand je suis sur un tournage ou sur un shoot photo, principalement. C'est que des fois, tu sens que le projet, il va vraiment être bien. Quand t'es vraiment dans l'action du shoot, t'as beau avoir imaginé ton projet avant, des fois, c'est presque décevant parce que tu t'étais imaginé un truc dingue et tu te rends compte au milieu du shoot que ça va pas être ouf. À l'inverse, des fois, tu as ce truc un peu magique qui se produit durant le tournage ou durant le shoot. C'est quelque chose qui, toi, quand tu shootes, t'as encore un peu cette part, un peu, on va dire, émotionnelle, ou c'est tellement cadré que du coup... Non, en fait, je pense que l'un n'empêche pas du tout l'autre. Je pense qu'en fait, le fait d'être hyper cadré... Après, je sais que tous les réalisateurs bossent pas de la même façon, et puis de toute façon, ce que je dis, ça concerne vraiment... ton taf à que toi, moi, parce que je connais des gens qui ont un truc hyper chaotique, et puis que dans le chaos, ils ressortent des choses. Enfin, voilà. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien être hyper organisée, et en fait, c'est surtout parce que ça... Une fois que ces choses-là sont gérées, ça permet justement d'avoir cette liberté créative sur le moment. Parce qu'en fait, s'il n'y a rien qui est cadré et qu'en fait, on n'est que en train d'éteindre des incendies tout le long ou de trouver des solutions à des problèmes qu'on n'avait pas du tout anticipés, en fait, on n'a pas cet espace. Enfin, moi, personnellement, je n'aurais pas cet espace justement pour améliorer en fait, ce qu'on est en train de faire. De se dire, OK, on a fait ce plan-là, mais vu que c'est géré, qu'il est en place et qu'on a du temps, est-ce qu'on n'améliorerait pas un peu le mouvement, ou est-ce qu'au niveau de la scénographie, tiens, il y a peut-être ces petits éléments-là qu'on peut changer en arrière-plan qui raconteraient peut-être autre chose. Et en fait, le fait d'être... pour moi, le fait d'être hyper carré sur ces choses-là, ça permet justement de libérer du temps et de l'espace pour des petits détails. Et puis après, c'est aussi... je pense à aussi un côté rassurant... d'avoir mon planning où je sais exactement où on en est, je sais exactement ce qu'il nous reste à faire et je sais exactement comment les choses vont se monter, même si des fois en vrai ça se monte un peu différemment parce que voilà on trouve aussi d'autres options, mais je fonctionne pas très bien dans le chaos. Tant mieux. Bon, tu sais, ou même au niveau technique, nous on se dit souvent avec François aussi, si t'es pas à l'aise avec ta cam, si t'es pas à l'aise avec ton matériel, en fait c'est ton matériel qui te guide et c'est plus toi qui choisis comment tu l'utilises, parce qu'en fait t'es dans le chaos, mais du coup ça se ressent aussi dans l'image. Après des fois il y a des beaux accidents dans le chaos et ça franchement je le nie pas. Des fois il peut se passer des trucs où en fait il y a des trucs qu'on n'imaginait pas qui se passent et qui du coup sont hyper beaux, mais j'ai l'impression que sur la quantité et sur la moyenne à la fin de tout ce qu'on produit, je pense qu'on perd aussi pas mal de choses. Toi tu travailles toujours un peu avec la même équipe? Alors, ça dépend. Alors, c'est vrai qu'en Suisse, j'aime bien travailler un peu avec les mêmes personnes. Après, c'est vrai qu'un assistant caméra ou un électro, on en a plusieurs avec qui on travaille parce qu'ils ne peuvent pas être dispo. On travaille essentiellement avec des gens qui font du long métrage, de la publicité ou des séries. Donc, c'est vrai que des fois, ils sont longs en 3 mois sur un autre projet. Après, ça m'est arrivé de tourner à l'étranger. On a eu tourné au Kenya, j'ai eu tourné aussi à Montréal. Et c'est vrai qu'à Montréal, c'était une équipe 100% nouvelle. Et donc, j'avais eu beaucoup d'anticipation. J'avais très peur que... Je ne sais pas de quoi exactement, en fait, mais le fait de ne pas connaître les gens et de dire, du coup, je vais devoir prouver que tu tiens la route. Et c'est vrai que ça m'avait fait un petit peu peur, entre guillemets, mais à la fin, en fait, à partir du moment où on parle le même langage, et quand je dis langage, je parle du langage du film, il n'y a pas vraiment de raison que ça se passe mal. En fait, si les gens sont, eux, dans leur métier au clair et que moi, je le suis dans le mien, en fait, au bout d'un moment, ils peuvent ne pas être d'accord avec mes choix artistiques, mais à la fin, ils vont comprendre ce dont on a besoin. Mais, en fait, je venais sur ce point parce que je trouve hyper important, je pense que tu le diras mieux que moi, mais ce lien aussi que tu as avec le chef-op, par exemple, de savoir aussi ce que tu veux, en fait... retranscrire à l'image et qu'ils te comprennent, parce que en tout cas pour ma part, des fois c'est difficile de mettre des mots sur ce que je ressens ou sur ce que je veux
transcrire. Et du coup, suivant à qui tu travailles, en fait, ils savent exactement ce que tu es en train de dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est aussi pour ça que je venais sur ce sujet. Mais ça, c'est vrai. Et en fait, je sais que... Alors, quand j'avais tourné au Kenya, j'étais partie avec mon chef-op. C'était la seule personne de l'équipe que j'avais prise avec moi, Ludovic Matet. On travaille ensemble depuis 10 ans, je pense, maintenant. Et j'avais besoin d'avoir quelqu'un, entre guillemets, qui, aussi, que je savais que je pouvais... En tout cas, que je savais que l'aspect technique, lumière et image, ça allait être géré. Et que moi, j'allais devoir mettre beaucoup d'énergie dans la production et la logistique et tout ça, mais qu'en tout cas, cet aspect-là serait géré. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a en fait, on va aussi choisir les gens qui ont une sensibilité qui nous ressemble, je pense, à un certain moment. Moi, des fois, je vois des showreels de chef-op ou des gens qui posent des trucs et en fait, les images me parlent pas. Enfin, c'est pas qu'elles sont pas belles, c'est juste qu'en fait, c'est pas forcément... ce qui me touche. Donc après, on choisit aussi les gens qui... Ouais, mais je pense que c'est une alchimie quelque part. C'est des choses qui se créent en taffant aussi. Nous, on travaille beaucoup ensemble sur des... Quand je shoot et que tu filmes sur le même projet, on sait où l'autre doit se placer. En un regard, on sait exactement que l'autre, il a eu soit un problème, soit ça roule et c'est trop beau. Et on est là genre, waouh. Non, on n'a pas besoin de temps se parler que ça. Non, c'est clair. Quand tu as l'habitude de travailler avec quelqu'un, c'est hyper agréable, clairement. Et puis aussi, donc on a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont des hommes, mais aussi on a des femmes qui nous écoutent. Et du coup, c'est aussi très important pour nous qu'il y ait des invités hommes et femmes, surtout dans ce secteur d'activité-là où il y a quand même malheureusement moins de femmes qui exercent cette activité. Toi, comment tu le perçois un peu? Je veux dire, est-ce que tu dis aussi que tu as voyagé pas mal pour des shoots, etc. Est-ce que tu as déjà été confronté à des mauvaises expériences où tu as l'impression des fois que ta voix elle est pas à la même hauteur que la voix d'un réalisateur homme par exemple? Alors en fait sur vraiment les projets, par exemple quand je suis partie au Kenya ou à Montréal, j'ai pas du tout ressenti ça. Trop bien. Ouais, franchement c'était... Après oui, il y a des endroits où on voyage et c'est des endroits qui sont où les femmes n'ont pas la même place dans la société déjà de base. Et donc là forcément les gens te regardent un peu voilà. Mais bon, c'est c'est la vie. Après, c'est vrai qu'ici, c'est toujours compliqué. Des fois, les gens me demandent « Ah, mais est-ce que tu penses que tu as manqué des opportunités parce que tu es une femme, etc. etc. » Je dis « Mais en fait, je le saurais jamais. » Tu peux pas le savoir. Parce qu'en fait, les opportunités que j'ai manquées, on a juste rayé mon nom de la liste et puis on m'a pas appelé pour me dire qu'on me prenait pas parce que j'étais une femme. Donc en fait, c'est hyper compliqué de vraiment se rendre compte de ça. Après, c'est vrai que si on regarde juste les chiffres, en fait, on a quand même, par rapport aux proportions d'hommes et de femmes dans le métier, dans les milieux publicitaires, on a quand même une grande majorité du contenu qui est réalisé par des hommes. Et ça, effectivement, je pense que c'est pas représentatif du milieu, du coup. Donc ça, c'est aussi une réalité. Et je pense que c'est un peu un biais inconscient dans le sens où on n'a pas beaucoup de femmes qui travaillent en tant que réal sur des gros budgets de pub. Et donc forcément, du coup, ça manque de représentation. Donc quand une agence ou un client doit choisir, ça lui semble pas très naturel de prendre une femme, même inconsciemment, vu qu'il en a jamais vraiment vu faire ça. C'est dingue, Changeons les codes alors du coup. On va tout casser. Ok. Au niveau production, donc on a parlé beaucoup des clips que tu réalisais parce que c'est là aussi où on voit bien ton nom. Enfin voilà. Tu disais que c'était des projets qui étaient presque bénévoles. Malheureusement, avant qu'on parte sur peut-être les travaux plus alimentaires que tu vas faire, t'as encore quelque chose à dire par rapport à justement ce fait que c'est peut-être pas viable en fait malheureusement en Suisse ce marché. C'est ça, c'est que c'est vraiment moi c'est vraiment un truc, c'est que quasiment tous les clips en fait, cette industrie-là repose en fait sur le bon vouloir des techniciens et des techniciennes et des artisans qui travaillent dans l'industrie du film. Parce que, en fait, il y a un peu de penchant. C'est soit on se dit, OK, j'ai des budgets de 3000 francs et puis je pars tout seul avec ma caméra et puis je fais 2-3 trucs, je mets un petit peu d'argent dans la déco, un peu machin, et à la fin, j'arrive à vivre avec. Et c'est une option tout à fait possible. Mais ça va quand même demander énormément de travail pour finalement être pas extrêmement bien payé. Et c'est vrai que moi, en général, même sur des budgets à 10-15 000 francs, je me dis, même si je me paye
ça va être peanuts par rapport au temps que je vais passer dessus. Donc avec cet argent, je pourrais aussi avoir quelqu'un en déco ou avoir quelqu'un ailleurs qui pourrait vraiment amener une plus-value au projet. Donc c'est vrai que c'est... Mais après, c'est aussi représentatif de l'industrie, tout simplement, de la musique. C'est-à-dire, si les musiciens eux-mêmes, en grande majorité, subviennent pas entièrement à leurs besoins, enfin, comment les gens qui travaillent pour eux bien sûr. Le pourraient. Donc c'est vrai que pour le moment, c'est vraiment quelque chose... C'est un peu ce qu'on appelle les projets passion. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas le même rapport qu'un client commercial, dans le sens où à partir du moment où tout le monde fait ça à peu près pro bono, on peut pas dire... on peut pas exiger d'eux de faire quelque chose qui leur correspond pas, en fait. Et du coup, dans ces projets qui sont plus commerciaux, on y vient un petit peu maintenant, toi, tu travailles un peu selon la même méthodologie, hein. C'est-à-dire que tu fais plutôt des gros projets où tu vas engager une équipe et où tu travailles aussi comme réal? Alors ça dépend, des fois c'est directement pour une boîte de prod, donc eux, ils vont gérer tout cet aspect-là, aussi la gestion du client et engager les équipes, et puis faire un peu aussi d'un commun accord un peu les choix de qui sait comprend, qui sait comprend pas, de quoi on a vraiment besoin sur ce projet. Mais en fait, je dirais plutôt que l'approche que j'ai dans le commercial, c'est l'approche que j'ai dans le clip, en fait. C'est que quand je travaille avec des artistes, j'essaie de leur proposer aussi ce côté un peu plus carré, et qu'en fait, c'est pas parce que c'est un projet où je gagne pas trop d'argent ici qu'en fait, on doit pas avoir la même rigueur de travail. Ça, c'est hyper intéressant. On parle souvent aussi avec d'autres collègues aussi du fait que nous, dans notre travail très corpo, on fait beaucoup de corpo. Souvent, on amène un peu notre passion du cinéma, en fait, notre image un peu plus léchée, des productions qui sont mieux réalisées. Toi, tu amènes ce côté peut-être carré dans du clip qui, des fois, est peut-être un peu plus un milieu chaotique. Du coup, mais c'est des choses qui sont hyper bienvenues, en fait, je trouve, de pouvoir aussi mixer. Mais je pense qu'en fait, chaque industrie a vraiment ses points forts et puis peut vraiment apporter à ses bénéfices. Et au final... si l'industrie, on va dire, commerciale fonctionne bien, c'est aussi parce qu'il y a certaines méthodologies de travail. On est dans une certaine forme d'optimisation, on essaie quand même de faire au mieux avec l'argent qu'il y a. Il y a aussi un certain professionnalisme au niveau de ce qu'on doit livrer aux clients et tout ça. Et ça, c'est des valeurs que je trouve importantes dans n'importe quel projet. Et donc, du coup, j'ai aussi envie d'amener ça. Et puis, je pense que finalement, c'est un peu un cercle vertueux où plus... moi ou les personnes dans l'image, ou en tout cas les interlocuteurs des gens des industries de la musique sont des gens professionnels et carrés, etc. Et plus aussi ça pousse l'industrie musicale aussi à aller dans ce sens-là. Et puis pareil, quand moi je travaille avec des musiciens ou des personnes qui savent exactement ce qu'elles veulent, qui sont hyper organisées, qui sont hyper qui ont très bien conscience du travail que ça demande, moi, ça me pousse aussi à faire mieux. Donc, en fait, il y a aussi un truc de cercle vertueux. Et puis toi, Maïfa, c'est quoi qui te fait vraiment vibrer dans le clip musical? Pourquoi c'est ça qui brûle en toi? C'est tellement compliqué. C'est hyper compliqué. C'est pour ça que je la pose. En fait, je pense qu'il y a une certaine forme de satisfaction, je sais pas comment dire. En fait, moi, c'est n'importe quel film, en fait. Quand j'aboutis à un projet, ça fait toujours un peu quelque chose de voir la chose en entier. Et moi, ce que j'aime aussi beaucoup dans la musique, c'est qu'en fait, c'est pas que mon film, c'est vraiment... parce qu'en fait, c'est que quand les gens regardent des clips, souvent ils se disent c'est le musicien, bien sûr. C'est comme il y a des gens, ils regardent un long métrage et ils se disent c'est les acteurs, et pas tout le monde a forcément conscience de ce qu'il y a derrière, et donc c'est vraiment de pouvoir en fait habiller et offrir cette vision et ça à un projet musical, quoi. Et donc en fait c'est de voir quelque part une nouvelle interprétation du morceau prendre vie, et je trouve cool, parce que souvent c'est aussi un travail hyper collaboratif, et donc dans la suite des questions comme ça où des questions reloues, des questions reloues, non, moi j'ai une question c'est cucu, hein. C'est quoi ton clip de rêve, ou la collaboration de rêve avec un artiste? C'est compliqué. Non, c'est vrai que c'est pas une question simple, parce qu'en fait on me demande toujours c'est qui ton machin préféré, tout ça, et en fait moi je suis hyper abstraite avec ça, parce que j'ai pas trop de... En fait, je pense que ma collaboration de rêve, je la connais même pas. Je sais pas comment dire, c'est-à-dire que en général, les trucs qu'on fantasme une chier, quand ils arrivent, ils sont pas si super que ça.
Et puis souvent, c'est des choses un peu inattendues. On se dit, waouh, en fait, c'était incroyable de faire ça. Et c'est souvent inattendu. Donc, et j'ai pas trop ce truc de me dire, j'aimerais trop bosser pour cet artiste. Après, il y a plein d'artistes que je trouve super, et puis pour lesquels ça me ferait vraiment très plaisir de collaborer. Mais il n'y a pas ce côté de se dire, ce serait trop mon rêve, quoi. Ouais. Je crois que j'ai un peu... c'est pas que j'ai laissé tomber, mais je suis pas dans une optique de... faut que je fasse trop ça, c'est trop mon rêve. Parce que je pense qu'en fait, les plus belles choses qui vont nous arriver, en fait, on n'a même pas idée qu'elles existent. Ouais. À fond. C'est beau ce que tu viens de dire. C'est beau. J'aime bien. Ça, c'est une belle façon de pouvoir aussi conclure ce podcast avec toi, Maïfa. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Il y aura bien sûr tes réseaux, il y aura ton site, tout ça dans la description. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au travail de Maïfa parce que c'est vraiment sublime. C'est sublime, ouais. Ouais, vraiment, de ce que j'ai vu, en tout cas, j'étais sur le cul, donc bravo. Ouais. C'est une grande inspiration, je pense, déjà pour nous, mais aussi pour toute notre région, et c'est une grande fierté aussi que tu puisses porter ça. Porter ça. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci à toi, William, aussi. Merci, François. Pour ce destrier magnifique que tu as été. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe où vous êtes, et à la prochaine. Ciao. Ciao.